Bonjour à toutes et à tous. C'est un Smart Impact grand format que je vous propose aujourd'hui. 1 heure d'émission pour creuser les enjeux de transformation environnementale et sociétale avec un grand entretien de 26 minutes tout à l'heure. Et cette question que je pose chaque semaine à une personnalité qui compte dans notre économie. Êtes-vous prêt pour l'impact? C'est Elisabeth Chungui, la directrice RSE du groupe Orange, qui répondra tout à l'heure. Mais d'abord, notre émission démarre avec comme invité Vincent Priou, le président de Dom Finance et du fonds Forêt Dom Régénération. Les massifs forestiers, vous le savez, sont des puits de carbone essentiels. On verra comment les protéger et les exploiter durablement. Dans notre débat, on se demandera quelles sont les conséquences de la fin du bonus écologique pour les 2 roues électriques, comment les entreprises du secteur réagissent, l'environnement risque-t-il d'être le sacrifié du budget 2025? Réponse tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique Startup, je vous présenterai Sissi la paillette qui propose de faire la fête, oui, mais avec des cosmétiques éco-responsables. Voilà pour les titres, c'est parti pour notre Smart Impact en format XXL. L'invité de ce Smart Impact, c'est Vincent Priou. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue à vous. Vous êtes le président de Dom Finance et du fonds Forêt Dom Régénération. On présente Dom Finance en quelques mots, société de gestion de portefeuille. Quel périmètre, quel principe guide vos investissements? Le principe est assez simple. Nous, on a monté cette société il y a 12 ans. Le principe, c'est pas faire perdre d'argent à nos clients. Ça, c'est vraiment l'ADN de la société. Surtout qu'en plus, on a traversé des périodes compliquées. 2016 avec le Brexit, 2020 avec le Covid, 2022 avec l'invasion de l'Ukraine par les Russes. Donc, on a eu beaucoup de séries compliquées pour les investisseurs. Et nous, notre ADN, c'est ça. C'est protéger l'actif, les actifs de nos investisseurs. Qui sont des investisseurs institutionnels en général. Quel périmètre? Alors, quel périmètre? C'est 1,7 milliard aujourd'hui d'actifs. On est assez bon sur les diversifiés, sur l'obligataire, et puis également sur les actions internationales. Et ce fonds forêt qui s'appelle Dom Régénération, présentez-le nous, de quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'investir dans la forêt française. Ouais. Pourquoi? Parce que la forêt française, finalement, est en crise. Va pas très bien suite à des épisodes de réchauffement climatique assez forts, des problèmes hydriques. Et finalement, on s'est aperçu depuis ces 20 dernières années que beaucoup de forêts françaises n'avaient pas été bien exploitées. Il y a eu pas mal de plantations de monocultures qui ont fragilisé finalement la forêt française. Et moi, j'étais sensibilisé à une émission de télévision sur un de vos concurrents. C'était chez qui? Ça doit être sur Théma, je pense, parce qu'ils sortent beaucoup d'émissions sur la forêt dernièrement, et on voyait ça aussi, les émissions de télé. Exactement. On voyait un collectif de propriétaires qui s'insurgeaient contre des coupes franches d'industriels, et moi ça m'a vraiment interpellé, et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire dans la forêt française avec nos clients institutionnels. Pourquoi? Parce que la forêt en réalité c'est un des états naturels de la planète, aussi bien avec les océans, qui captent énormément le carbone. Oui, et grâce à la forêt, grâce à l'océan, finalement, on va continuer à respirer normalement. Il faut protéger tout ça. Et donc, ce fonds s'appelle Régénération. Comment vous sélectionner les forêts, parce que c'est pas votre métier au départ. Donc, alors justement, de qui vous êtes-vous entouré pour alors faire vous savez, quand on lance un fonds forêt, il faut avoir une autorisation de l'autorité des marchés financiers. Donc c'est assez compliqué parce qu'il faut montrer les moyens que vous allez mettre en place, les gens que vous allez recruter, forcément les spécialistes de la forêt que vous recrutez, et ensuite vous avez l'autorisation de monter un groupement forestier d'investissement. Donc généralement cette phase préalable dure à peu près 1 an. Même voire plus, et vous mettez tous les moyens en place avant de rentrer le premier euro en réalité de votre fonds. Et une fois qu'on a mis tout en place, ensuite on s'est intéressé bien sûr aux achats, à la collecte, parce qu'on a pas mal collecté ces derniers mois, et donc les achats se font sur des forêts qui généralement ont été un peu stressées. Donc soit ce sont des forêts qui ont subi des tempêtes ou un peu d'incendies, ou qui ont des vides forestiers assez intéressants pour reboiser, replanter et régénérer finalement des forêts un peu abîmées.
Ces groupements forestiers d'investissement, je crois que ça a été créé en 2019. Comment ça fonctionne très précisément? Alors c'est une société civile à capital variable et l'investisseur met de l'argent, donc verse de l'argent dans le GFI. Cette société civile progresse en termes d'actifs. Donc là on peut monter jusqu'à 100 millions sur le GFI. Là on a aujourd'hui 10 millions. Notre objectif c'est de passer à 22 millions à la fin du premier trimestre 2025. Alors pourquoi 22 millions? Parce que les 22 premiers millions, finalement, ce sont des investisseurs qui sont fondateurs du GFI. Et ensuite, naturellement, il est ouvert jusqu'à 100 millions. Et notre objectif est de le monter à 50 millions à peu près à la fin de l'année. Donc ensuite, vous sélectionnez des forêts. L'avantage, c'est qu'on achète des forêts au juste prix. On ne veut surtout pas aller sur des appels d'offres qui sont généralement très coûteux au niveau investissement. Pourquoi? Parce que, et c'est public, vous avez des forêts qui ont été achetées il y a un peu plus d'1 an à plus de 50 000 € l'hectare. Donc nous, on est plutôt sur une base de 12 à 15 000 € l'hectare. Et là-dessus, grâce au fait qu'on achète à juste prix, on va avoir un rendement relativement intéressant. Donc vous avez l'accumulation à la fois de deux choses. Vous avez le prix intéressant, le rendement, mais également toute la biodiversité qu'on va développer là-dessus. Évidemment, on va en parler de cet impact biodiversité. Comment il peut y avoir de tels écarts de prix? Alors des tels écarts de prix parce que déjà vous avez des forêts de taille différente. Aujourd'hui vous avez à peu près 14 000 transactions de forêt en France par an. C'est colossal. Mais sur ces 14 000, vous avez 350 transactions supérieures à 50 hectares. Donc vous voyez, il y a beaucoup de ventes de toutes petites superficies. Et souvent, ce sont des successions. Donc si vous avez des forêts de 10 hectares, 15 hectares, 20, 25, généralement, ça vient de succession. Vous savez, des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui avaient des forêts, on en connaît tous. Et tout d'un coup, ces forêts, après 100 ans, arrivent dans le patrimoine de jeunes qui se disent, voilà, la forêt de papy, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Qu'est-ce qu'on va bien en faire? Ça a toujours été des problèmes d'exploitation ou autre. Et généralement, ils vendent. Et nous, on est acheteurs. Et donc, qu'est-ce que vous faites dans ces forêts? J'ai bien compris qu'il s'agissait que ça rapporte de l'argent à vos investisseurs, mais il y a effectivement cet enjeu de biodiversité, de régénération, c'est le nom de ce fonds. Exactement. Alors, le GFI est composé à peu près d'un gros tiers de très belles forêts. Très belles forêts de chênes qui captent tous les ans du carbone. Vous savez que l'hectare de carbone sur la planète, en général, capte à peu près 1 tonne de carbone par an. Intéressant. 5 tonnes. Un hectare de forêt, capte 5 tonnes de carbone par an. Donc si vous avez une forêt de 100 hectares, vous voyez que vous captez à peu près 500 tonnes de carbone par an. Donc si vous faites une extrapolation sur 25 ans, vous multipliez par 25, et vous avez le résultat, ça va faire à peu près 12 000 tonnes. Et toutes ces tonnes carbone, en réalité, sont captées par de la très belle forêt. Donc vous avez un tiers. Ensuite, vous avez un autre tiers avec des forêts qui ont été mal entretenues ou dégradées, sur lesquels il y a des vides forestiers. Donc généralement, vous avez à peu près 15, 20, 25% de vides forestiers. Il ne faut pas croire que des forêts sont toujours boisées en totalité. Ces vides forestiers, on va les utiliser pour régénérer la forêt, pour replanter de nouvelles forêts. Et en réalité, c'est ça le clou de notre GFI, c'est reboiser, replanter avec de nouvelles essences qui vont protéger les essences un peu plus fragiles. Et puis, donc un tiers, et vous avez, pour finir, on garde toujours à peu près 20% de liquidité pour asseoir finalement la liquidité de nos investisseurs. Et vous avez les 10% restants, ce sont des forêts qui n'existent plus. Des terres forestières qui n'existent plus. Soit il y a eu des tempêtes, soit des incendies, soit des coupes franches. Donc là, on repart de zéro. Et là, on repart de zéro et on va régénérer finalement des très belles, ça a été des très belles forêts par le passé. Et on va pouvoir les reboiser, les replanter. Avec des choix, effectivement, vous l'avez un peu évoqué, quelles essences on plante? C'est un choix important parce qu'il y a eu beaucoup de programmes de reforestation. Ça a été pour pas mal d'entreprises un moyen de compenser des émissions carbone. On a aussi fait un peu n'importe quoi parfois. Donc quel choix vous faites? On plante des essences qui correspondent finalement à la région. C'est un peu n'importe quoi quand on voit des essences qui viennent de régions assez fraîches que vous mettez dans d'autres régions un peu plus chaudes. Donc là, non, on n'ira pas sur des choses trop exotiques. On ira en revanche sur des essences qui vont être mélangées, parce que les forêts de feuillus sont beaucoup plus protégées face à des incendies ou face à des tempêtes. Et donc les mono-essences que vous avez, de temps en temps vous traversez en France des forêts où il n'y a que des pins. Si vous les avez dans les on fait Bordeaux-Biarritz, c'est sûr qu'on voit que des pins. Vous voyez que des pins. Et donc il faut mélanger toutes ces essences pour protéger la forêt. Et c'est un peu l'objectif qu'on va avoir dans le GFI. Ça rapporte?
Alors justement, la forêt, quand vous achetez un actif cher, mais ça peut être pour n'importe quel actif, que ce soit l'immobilier, que ce soit les actifs cotés ou la forêt, quand vous achetez cher, généralement, il n'y a pas de rendement. Mais quand vous achetez au juste prix, vous pouvez avoir du rendement. Et l'exploitation forestière qu'on fera dans les GFI vont, normalement, cette exploitation forestière va dégager à peu près 4% net de rentabilité. Alors on va faire comme un titre obligataire, on va distribuer un coupon à nos investisseurs de 4% par an sur les 6 premières années. Ensuite, la deuxième phase qui est de 7 à 10 ans inclus, donc 4 ans, on va faire quelques arbitrages finalement dans le GFI pour revendre quelques forêts qu'on a bien régénérées, qui peuvent être intéressantes pour des propriétaires forestiers qui sont juste à côté, qui vont nous dire nous on cherchait une forêt de 30 à 40 hectares, on a vu que vous êtes propriétaire, est-ce que vous pouvez nous la vendre? Donc ça va être un peu de cession avec de la plus-value qu'on va reverser aux investisseurs. Et la troisième phase, la plus importante finalement, et qui va être celle qui va avoir une certaine technicité, ça va être la création de crédits carbone. Il faut savoir que les crédits carbone aujourd'hui sont vendus à des industriels. Vous avez deux règlements européens, vous avez 2030 et 2050. 2030, vous avez toutes les industries qui doivent décarboner leur activité à 50%, à peu près la moitié. Et en 2050, c'est le net zéro, c'est-à-dire que toute entreprise industrielle devra décarboner en totalité. Ce qui veut dire que quand vous allez voir des gros industriels français, ils vous disent « nous, on est intéressés par des crédits carbone ». Et si en plus vous générez des crédits carbone en France, c'est encore plus intéressant pour nous. Parce que quand on achète des crédits carbone en Amérique du Sud, en Asie ou autre, vous voyez qu'en Assemblée Générale, on est un peu chahuté parce qu'il y a des ONG qui disent voilà, pourquoi vous faites des plans à 10 000 km de votre société. Donc la France peut être très intéressante pour les industriels dans ce cadre-là. Et on va créer des crédits carbone. Alors, pour créer un crédit carbone, il faut qu'il y ait une nouvelle forêt. Si vous avez, Thomas, une forêt que vous nous vendez, on ne crée aucun crédit carbone parce que la forêt est existante. Alors que si en revanche, il y a des vides forestiers, il y a des forêts dégradées, là, on va créer des nouvelles forêts. Ces nouvelles forêts vont générer, avec une certification, des crédits carbone. Et ces crédits carbone, on va pouvoir les vendre dans 10-12 ans. Alors pourquoi 10-12 ans? Dernier mot. Et oui, pourquoi 10-12 ans? Parce que là, les crédits carbone ont un prix relativement intéressant, entre 30 € et 100 €. Mais plus on va se rapprocher des échéances de 2050 et plus les crédits carbone vont valoir beaucoup plus cher. Et c'est à ce moment-là qu'on va générer de la rentabilité pour nos investisseurs. Merci beaucoup Vincent Priou et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, la mobilité électrique en question. La fin du bonus écologique pour les deux roues électriques a été annoncée en décembre. Quelles conséquences pour les consommateurs, pour les entreprises du secteur? On en parle avec Amaury Kornilov. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le cofondateur de The Way. Yann Marteil, bonjour. Bonjour. Bienvenue, cofondateur de Shift for Good. On présente vos entreprises en quelques mots. The Way. The Way, donc des scooters électriques qui se rechargent instantanément. Voilà. Et comment? En échangeant sa batterie dans un réseau d'échange de batteries autour de Paris. Et Paris, il y en a 110 par exemple, mais on est installé aussi à Nice et à Madrid. Et on loue nos scooters, donc c'est de la location de scooters au mois, de 2 mois à 24 mois. Tout inclus. Donc le scooter, l'échange de batterie, kilométrage illimité, et puis assurance et maintenance. Voilà, tout compris à partir de 145 €. Voilà, toutes les infos ont été données. Shift for Good en quelques mots, Yann Marteil. Fonds d'investissement impact qui fait la décarbonation des transports. Ouais. On a annoncé cette semaine notre closing final à 220 millions. Donc on investit dans le routier, le maritime, l'aérien, le ferroviaire, transport de biens, transport des personnes. Un tiers en France, un tiers en Europe, un tiers en Asie du Sud-Est, ce qui nous donne un peu une base de comparaison mondiale de tous ces phénomènes. Voilà, avec des investisseurs qui sont des institutionnels et des corporés de la mobilité. On va donc parler de ce bonus écologique pour les deux roues électriques. En décembre, il y a l'annonce de la fin de ce bonus. Alors, vous me disiez juste avant qu'on démarre l'interview, Yann Marteil, c'est peut-être pas totalement fini. Ça veut dire qu'il y a encore moyen de faire passer des arguments pour faire changer d'avis ce gouvernement. Pour combien de temps va-t-il rester? On verra Je crois que le Premier ministre est un élu local et il entend le message qui est donné par les collectivités, les acteurs locaux, comme quoi la mobilité électrique de roues est un vrai facteur important pour les gens et puis de transformation des villes. Et dans les arbitrages, évidemment très complexes qu'il doit rendre, on entend
que le sujet pourrait être sauvé, totalement ou partiellement, mais en tout cas, je pense que la messe n'est pas dite. Ouais. Alors, on va rester pour l'instant sur ce qu'est la décision. Pour l'instant, il y a fin de ce bonus écologique pour les 2 roues électriques. Amaury Korlinov, qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Qui est concerné très précisément ? Toute la chaîne. Oui. Toute la chaîne. D'abord, évidemment, le consommateur va être concerné. Il faut savoir que ça représente entre 400 et 800 euros de bonus, donc de subventions qui étaient donnés soit aux clients, soit aux loueurs, pour immatriculer finalement des scooters électriques. Donc ça va avoir un impact économique directement sur la consommation, mais également sur, je dirais, tout le réseau de distribution qui était extrêmement fragilisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que 2024 est une année avant même cette décision qui était horrible pour l'électrique, c'est-à-dire la baisse du marché de tous les 2 roues, qu'ils soient thermiques et électriques, mais en plus de la baisse de la part de marché de l'électrique dans l'ensemble du marché. Donc là, vous vous retrouvez avec une décision, on va dire, au plus mauvais moment. Des distributeurs très fragilisés, déjà en 2024, de nombreuses faillites. On va dire, d'une certaine manière, entre 2021 et 2023, on a plus ou moins tué la distribution du scooter thermique, vous voyez, avec les décisions qui avaient été prises. Et au moment où il faut accélérer pour que l'électrique, je dirais, reprenne la suite du thermique, là, on coupe les moteurs de l'avion. Voilà. Donc, c'est à peu près ça, ce qui se passe. Mais est-ce que ça veut dire que la mobilité... Parce que, bon, il y a besoin d'une subvention, je le comprends, mais ça veut dire que la mobilité électrique, elle est trop chère pour une partie des Français ? Il y a peut-être ça aussi derrière, Amaury Korlinov. Si elle est trop chère pour une partie des Français, mieux vaut continuer à le subventionner pour que ça décolle. Là, je suis d'accord avec vous. Voilà. Alors, on va dire, en général, je ne suis pas pour les subventions ad vitam dans un secteur. Si vous regardez un secteur que je connais bien, qui était le photovoltaïque début des années 2010, secteur très subventionné par des tarifs d'achat. Et à un moment donné, en effet, le gouvernement décide de baisser les tarifs d'achat pour baisser les subventions. Mais à ce moment-là, le secteur était en surchauffe. Vous voyez, donc vous avez un secteur qui décolle, qui est en surchauffe. Donc on réduit les subventions qu'on ne supprime pas complètement d'ailleurs, mais d'une certaine manière, ce qui est une décision raisonnée. Là, c'est au plus mauvais moment, je le répète, difficulté à convaincre, on va dire, les Français, mais c'est vrai pour les Européens et tous les consommateurs du monde, d'accélérer le passage à l'électrique. Donc la subvention continue à aider, probablement. C'est pas toute la vie, mais dans ce moment-là, c'était important, et je crois que ça va avoir des conséquences, non seulement sur la distribution, mais également, évidemment, sur toute la consommation. Est-ce qu'on voit déjà, Yann Martel, les conséquences de la décision du mois de décembre, ou est-ce que c'est trop tôt pour les évaluer ? Non, on le voit sur ce sujet-là et sur d'autres sujets. Il y a eu un arrêt brutal. Il y a une étude de l'ADEME, sortie à l'ADNR, qui dit que 68% des acheteurs de 2 roues électriques sur 2021-23 l'ont fait avec critère numéro 1, l'incitation fiscale, donc ce bonus. Donc ça, c'est un facteur majeur. Ça fait surtout un effet de perturbation très importante. C'est un marché qui n'est pas mûr. Donc c'est un marché qui est innovant, transformant, qui est très intéressant d'un point de vue transformation de la vie et évidemment émission de CO2. Il y a 3 enjeux. Il y a l'aspect fiscal, on vient d'en parler, mais ce n'est pas le seul sujet. Il y a un aspect de borne de recharge ou de système de recharge, parce que l'électrique, il faut le recharger. Puis il y a un aspect surtout de communication. Le message qui est envoyé là, c'est « ça n'est pas important, on arrête ». Et donc les gens se disent est-ce que je vais investir dans un véhicule qui va durer 10 ans ou 15 ans, dans un truc finalement qui n'est pas pérenne. Donc le message est très mauvais, l'incitation fiscale disparaît, et le réseau, il était embryonnaire. Donc on est en train de casser un dispositif qui était en train de marcher. Regardons un peu ce qui se passe ailleurs. Oui, alors justement, vous disiez, il n'y a pas que la France qui est concernée par ces difficultés de montée en puissance, finalement, de la mobilité électrique. L'Allemagne, l'année dernière, 2 roues électriques, plus 25%. Alors même qu'ils ont arrêté le bonus sur les voitures, ils l'ont maintenu sur le 2 roues. C'est intéressant. C'est un pays qui a une tradition très forte de vélo électrique, qui est en train d'accélérer sur les scooters électriques, et qui a bien compris qu'en fait, on pouvait arrêter beaucoup de choses, mais on ne pouvait pas arrêter ça. Il y a une grosse différence, on y reviendra peut-être, c'est que l'Allemagne, c'est une fédération de régions, et la décision locale
elle est beaucoup plus puissante que la décision nationale. Ouais. Sur les infrastructures, à quel point vous êtes dépendant justement, alors j'ai bien compris la logique de The Way, mais à quel point vous êtes dépendant finalement de la montée en puissance des infrastructures? Alors, dans le deux roues, probablement moins que dans la voiture. Oui. Dans la voiture, vous imaginez que la première question que se pose un acheteur, c'est comment est-ce que je vais recharger ce véhicule? Est-ce que je vais pouvoir faire 200, 300, 500 km avec ma voiture? Avec, je dois dire, vraiment pour moi, la décision, là encore, la plus délétère qui puisse être, ça a été de pousser l'hybride, parce que l'hybride, c'est le pire de tout. C'est en même temps 2 moteurs, électriques, etc. In fine, les gens ne trouvent pas de borne de recharge, donc ils utilisent que l'essence, et in fine, ils consomment beaucoup plus. Donc voilà, l'hybridation étant le pire, donc il faut choisir à un moment donné. Est-ce qu'on reste au pétrole, drill, ou est-ce qu'on va vers l'électrique, vers un monde où on sait on n'a pas trop le choix, vous voyez. Ouais. Tout le monde se ment là-dedans. La nature, elle ment pas, en fait. Et on voit malheureusement ce qui s'est passé encore récemment. La nature ne ment pas. Et on sait que, voilà, si on attend, on va pas vers un monde meilleur. Ouais. Yann Marteil, si on compare encore une fois le système français, alors à l'instant T, il n'y a plus de bonus écologique pour les 2 roues électriques. Avec d'autres pays européens. Vous avez parlé de l'Allemagne, il y a d'autres subventions. Partout, il y a des subventions, ou alors il y a des pays où il n'y en a pas du tout? Il y a 2 grands modèles qui existent. Des subventions nationales, notamment en direction des entreprises, qui est en fait de l'incitation fiscale indirecte. Donc on favorise le fait que l'avantage en nature donné aux salariés, notamment pour un vélo électrique ou un scooter électrique, soit neutralisé. Et puis, il y a des modèles de subvention locale. Ça se fait beaucoup aux Pays-Bas, en Belgique. Le vrai problème de la France, c'est le stop and go. C'est-à-dire que pour qu'une entreprise prenne une décision, pour qu'un particulier prenne une décision, il faut qu'il y ait une perspective un peu stable. Et la fiscalité, on sait très bien que dès que vous commencez à arrêter, recommencer, c'est très mauvais. Le bon exemple, le bon contre-exemple, c'est ce qui s'est passé dans la période 2015-2020 sur le vélo électrique en France. En plus d'une incitation fiscale nationale limitée, il y a eu un phénomène de contrat de plan entre les régions ou les villes et l'État qui a fait qu'il y a beaucoup de villes, Paris, Bordeaux, etc., sur un modèle qui vient de Strasbourg et de Nantes, qui ont rajouté une subvention locale. Ce qui permet de faire quoi? Qui permet que des endroits qui veulent accélérer là-dessus, parce qu'ils ont un plan global avec des infrastructures, avec des dispositifs de partenariat, eux, ils vont beaucoup plus vite. Alors justement, qui peut compenser? Imaginons que ce bonus écologique soit effectivement abandonné. J'ai bien compris qu'il y avait des discussions encore. Il y a les régions. Vous, par exemple, vous avez imaginé une offre nouvelle pour essayer de compenser, de maintenir le marché? Aujourd'hui, en fait... Nous sommes dans un modèle locatif, qui est aussi une nouvelle tendance. J'allais dire, dans le 2 roues, c'était pas le modèle de base. Les gens achetaient plutôt leur scooter thermique. Voilà. Nous, pour favoriser et accélérer en fait l'adhésion dans l'électrique, on a pensé justement dans ce modèle, tout compris, d'un abonnement mensuel, mais d'un scooter personnel. On n'est pas dans le free floating. Ce qui fait que, pour vous donner l'impact en fait, sur un scooter de 2 batteries, l'impact par mois, c'est à peu près 20 € par mois. Okay, donc, sur un abonnement pour ces scooters-là, qui sont des 50 cm3 ou des 125 cm3, probablement, vous allez être en moyenne vers 170 € par mois. L'impact, ça va être 20 € à peu près. Donc, pour l'instant, on arrive à compenser parce qu'on est sur un parc global qu'on a déjà acheté et donc qu'on fait tourner. Voilà. Mais à terme, on n'aura pas d'autre choix, je dirais, que d'augmenter en fait les prix pour compenser. Parce que vous allez payer, pardon, vous allez payer vos prochains scooters plus cher, quoi, voilà. de fait. Moins subventionné, donc plus cher. Donc ça va se retrouver mécaniquement finalement dans le prix de location. Ouais. Absolument. Est-ce qu'il y a, on voit que par exemple sur le budget des sports, il y a un lobbying très fort qui a été mené par les grands noms du monde sportif, des champions, d'anciens ministres, etc. Est-ce que alors il n'y a peut-être pas les mêmes voix ou la même notoriété pour celles et ceux qui portent le 2 roues électrique, mais est-ce qu'il y a un lobbying en ce moment? Il y a Mobiliance, qui est l'organisation patronale qui regroupe l'ensemble des acteurs, qui fait un super boulot pour essayer de passer des messages, pardon, et qui effectivement se fait entendre auprès du ministère des Transports et de Matignon. C'est des sujets d'arbitrage. Ouais. Pour revenir sur votre point juste précédent, qu'est-ce qui va se passer ?
problème numéro 1, c'est quand même d'abord les professionnels, parce que c'est les gros rouleurs. Donc si on veut qu'il y ait une vertu environnementale à ces sujets-là, la première chose probablement, c'est d'essayer de trouver un dispositif, pas forcément que fiscal, mais qui permette que la bascule du thermique vers l'électrique, c'est ça dont on parle, soit maintenue pour les professionnels. C'est quand même ça l'enjeu principal en termes de volume. Ouais. On est en pleine période d'arbitrage. Dernier mot, cette mauvaise petite musique qui nous laisse entendre que l'environnement va être la variable d'ajustement de ce budget 2025, comment vous le recevez, ça ? Je ne peux pas le croire que ça dure comme ça. D'abord, je pense qu'on a quand même des gouvernants en Europe qui ont une conscience de ce qu'il faut accélérer. Donc, je pense qu'il y a eu des mauvais débats en 2024. Et je pense qu'il faut raison garder et reprendre en fait juste le bon fil. Je pense que ce qui a été délétère, c'est des débats finalement qui font que les consommateurs se sont perdus. Je pense qu'il faut réaffirmer, je demande vraiment au gouvernement de réaffirmer la direction et d'être cohérent dans ses actions avec la direction qu'il faut mener. Et je veux dire, je pense qu'on n'a pas le choix. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre grand entretien, notre rubrique Prêt pour l'impact. Prête pour l'impact, c'est la question que je vais poser tout de suite à mon invité. C'est la question que je pose chaque semaine à une personnalité qui compte dans l'économie française. Bonjour Elisabeth Chungui. Bonjour Thomas. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes la directrice RSE du groupe Orange. On a 25 minutes de grand entretien et je vais commencer par l'actualité. C'est ce programme de recyclage des câbles en cuivre, un or rouge, c'est ça que vous allez récupérer ? Alors c'est vrai que le cuivre est un matériau rare et critique désormais, et on voit bien qu'il suscite des convoitises puisque régulièrement nous devons faire face à des vols de cuivre. L'enjeu pour nous, donc effectivement, c'est le kick-off là cette année du décommissionnement du cuivre en France, avec donc le rationnel au départ, c'est un réseau qui a montré ses preuves pendant longtemps, mais qui est désormais obsolète pour absorber l'augmentation du trafic. La fibre est beaucoup plus efficace. Donc ça, c'était le réseau ADSL, c'est ça ? Oui, c'était le réseau classique jusqu'à présent, ADSL. Et effectivement, aujourd'hui, à la fois, il y a des sujets d'entretien, la fragilité face à l'humidité, et puis surtout, c'est un réseau qui est moins performant que la fibre face à l'augmentation des usages et du trafic. Donc évidemment, décommissionner tout ce vaste réseau, c'est un vaste chantier. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement l'impact environnemental. Déjà, massivement déployer la fibre. La fibre, c'est 3 fois moins énergivore que le cuivre. Et puis, effectivement, l'enjeu, c'est le recyclage, non seulement du cuivre, mais aussi du plastique qui entoure la gaine, tout simplement. La gaine. Et voilà. Et donc, ça rejoint complètement nos enjeux d'économie circulaire, tout ce qu'on porte à la RSE du groupe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si on rentre un peu dans le détail, c'est presque une filière à créer parce qu'on dit, OK, on va récupérer le cuivre de nos réseaux ADSL. Mais donc, c'est j'imagine, des milliers et des milliers de kilomètres. Alors, avec potentiellement, c'est pour ça qu'on parle d'or rouge, parce qu'il va se vendre sur un marché. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour Orange. Mais c'est une filière à créer, en quelque sorte. Absolument. C'est vrai, comme vous dites, des milliers de kilomètres. S'il fallait tricoter des pulls en cuivre, on en aurait beaucoup en stock. Mais effectivement, c'est une filière industrielle à mettre en place. On ne fait pas ça tout seul. Il faut déterrer des réseaux. Il faut construire la filière pour le recyclage. Donc c'est un vaste chantier qu'on a initié et qu'on fait pas à pas avec toujours beaucoup de responsabilités. On va choisir les meilleurs acteurs, les mieux-disants sur le plan environnemental, du recyclage. Donc là, c'est une aventure qui va durer 5 ans, mais qui mobilise positivement les équipes parce que justement, il y a cet enjeu de durabilité, d'économie circulaire, et donc c'est vraiment en adhérence avec nos enjeux de contribution à la lutte contre le changement climatique. Ce programme de promotion de l'économie circulaire, c'est le programme RE, tout simplement. Alors il y a plein de verbes derrière le RE. C'est quoi l'objectif général ?
L'objectif Ligne Générale, effectivement, c'est vraiment la vitrine pour nos clients et vraiment, on a été le premier opérateur en France à proposer un service intégré autour des objectifs environnementaux aux clients. Donc, c'est réparer, c'est collecter pour pouvoir des mobiles pour pouvoir après les recycler. C'est réparer des mobiles et c'est aussi fournir des mobiles reconditionnés. Et aujourd'hui, on voit que on voit les parts de marché des mobiles reconditionnés qui augmentent dans nos boutiques parce que je pense que notamment la génération Z voire A est très sensible à ces enjeux et préfère aujourd'hui avoir un mobile reconditionné performant plutôt c'est vraiment un changement d'état d'esprit. C'est-à-dire que l'économie du smartphone, elle s'est créée sur la nouveauté, sur le fait de changer son smartphone le plus souvent possible, d'une certaine façon. Oui. Et on en a peut-être été victimes les uns et les autres. Effectivement, mais il y a un changement de mindset déjà. Parce qu'aujourd'hui, il y a un message qu'on véhicule fortement, c'est l'allongement de la durée de vie de vos téléphones. Oui. Ce sont des objets très performants, ça ne sert à rien d'en changer tous les 2 ans, ça peut durer 3, 4. On était déjà dans cette démarche avec nos box. Certaines de nos box peuvent être reconditionnées et ont un cycle de vie qui peut aller jusqu'à 10 cycles. Et donc, je pense après, il y a une conjoncture, et c'est ça qui est intéressant avec la RSE, c'est quand finalement les intérêts financiers rejoignent les intérêts écologiques. Parce que le nouveau smartphone, il devient de plus en plus cher. Donc, il y a plein de gens qui n'ont plus les moyens de se payer le smartphone dernier cri. Donc, en fait, c'est une balance aujourd'hui. Les intérêts se rejoignent parce que un reconditionné de très bonne qualité coûte moins cher et en plus, c'est un geste pour la planète. Donc tout ça est très vertueux. Ouais. Le groupe Orange s'est donné pour objectif d'être net zéro carbone en 2040. C'est pas si loin. Vous en êtes où aujourd'hui ? Alors on est content parce que on a pris des objectifs ambitieux, mais c'est notre responsabilité. Des objectifs qui ont été validés par la Science Based Target Initiative, qui est vraiment l'organisme international qui vérifie que la trajectoire est cohérente avec des points de passage, parce que sinon c'est du greenwashing et on ne nous tamponne pas. Et il n'y a pas beaucoup d'opérateurs qui sont validés SBTi sur tout le périmètre du groupe. Puis France, Europe, Afrique, avec des enjeux différents. Et donc, on en est où ? Alors, au départ, et moi, c'est ce que j'adore, j'adore dans mon métier, c'est qu'au départ, on me dit, mais ça va être impossible, moins 30% en 2025, scope 1 et 2, ça ne va pas être possible. Sur le scope 1 et 2, les objectifs ont été atteints déjà l'année dernière. Donc, ça veut dire que c'est possible. Le gros enjeu aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire toutes les émissions carbone de toute la chaîne de valeur, clients, fournisseurs. Et aujourd'hui, on sait que c'est vraiment les fournisseurs. C'est les équipements réseau, c'est le matériel qu'on achète pour le réseau, c'est donc c'est les minerais, c'est tout ce qui est dans la fabrication des réseaux qui servent notre connectivité. Donc là, le levier, il est plus difficile à activer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous mettez la pression, vous co-construisez avec eux, vous renoncez à certains partenariats, c'est des choix difficiles ? Alors, la première étape, c'est évidemment d'engager nos fournisseurs. Et donc, on a lancé un programme partenaire Net Zero Carbone, là, cette année, en 2024, avec l'idée d'engager l'écosystème et, dans un premier temps, dans des contrats de progrès. Donc, par exemple, on a signé un MOU avec Cisco au Mobile World Congress à Barcelone l'année dernière. Et donc, on est vraiment... on n'est pas encore dans une démarche coercitive, mais parce qu'après, c'est du fonctionnement intelligent, puisqu'on est tous le scope de chacun. Nous, on est les clients de nos fournisseurs, donc on fait aussi partie de leur scope 3. Donc, il y a vraiment un intérêt aujourd'hui à co-construire avec la filière. Donc là, on se focalise sur nos plus gros fournisseurs et voilà, il y a beaucoup de mobilisation sur toute la chaîne. Donc c'est difficile, mais c'est positif. Il y a une dynamique, en tout cas. En 5 ans, la quantité de données transitant par les réseaux des opérateurs télécoms, elle a été multipliée par 10 dans le monde. C'est ce à quoi on assiste notamment, ce n'est pas la seule explication, mais nous, dans nos usages, c'est toujours plus de vidéos qui font tourner toujours plus de serveurs, qui consomment toujours plus d'électricité. Est-ce qu'on n'est pas dans une spirale infernale, quand même ?
Il faut répondre à une demande, et d'ailleurs, pour revenir au cuivre, heureusement qu'on avec Orange avait déployé massivement la fibre au moment du confinement, parce que voilà, tout le trafic en télétravail, etc., ça aurait été compliqué, juste avec du cuivre. Donc il faut juste agir de manière intelligente et à plusieurs niveaux. C'est vrai que le trafic et les usages augmentent. Donc comment on peut agir ? Déjà en fabriquant, en mettant en place des équipements beaucoup plus intelligents, des réseaux, donc on peut faire d'ailleurs appel à l'IA pour faire de la veille, pour développer ce qu'on appelle des green features et donc calibrer pour que nos réseaux soient les moins énergivores possibles. Ça, c'était l'objet de notre programme Green ITN qu'on continue de développer. Oui. Et puis après, je pense que, et c'est aussi le rôle d'une entreprise comme Orange, il faut aussi responsabiliser sur les usages. Oui. Calculer l'empreinte carbone de nos usages, c'est possible. En France, aujourd'hui, on sait, dans notre offre, on sait, chaque client peut avoir accès à son empreinte carbone. Puis aussi, c'est sensibiliser. C'est des gestes tout simples parfois. C'est vous regardez d'une vidéo en streaming chez vous. Branchez-vous sur le Wi-Fi plutôt que de le regarder sur votre téléphone, sur le réseau mobile, parce que le Wi-Fi est moins énergivore. Donc voilà, il y a une partie d'éducation. Sur les infrastructures, parce que tout ça, ça aboutit où ? À des data centers qui tournent de plus en plus. Je sais que vous travaillez à réduire l'impact de vos data centers. Comment ? Effectivement, l'enjeu des data centers est important et va l'être de plus en plus avec l'IA d'ailleurs. Donc nous, ce qu'on développe, c'est ce qu'on appelle des systèmes de free cooling, avec c'est architecturalement intégré, de la ventilation naturelle pour ne pas avoir à utiliser des énormes climatiseurs pour nos data centers. Donc c'est vraiment une démarche dans laquelle on est engagé depuis déjà quelques années. On en a un pas très loin en Normandie, à Val-de-Reuil, on en a d'autres. Donc voilà, ça nous oblige à être créatifs, cet enjeu de décarbonation. Et donc forcément, qui dit créativité, dit passion et responsabilité aussi. Alors il y a un autre levier, c'est l'origine de l'électricité que vous consommez. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je pense que 95% des invités que je reçois dans cette émission nous disent « Ah ben on se fournit en électricité renouvelable, en énergie renouvelable ». Bon, génial, mais sauf qu'il doit y avoir une concurrence et une demande difficile à fournir. Est-ce que vous êtes en bagarre pour trouver les bons fournisseurs d'énergie renouvelable ? Est-ce que vous en avez assez, quoi ? La question, elle est simple. On en a assez, mais vous avez raison, c'est une bagarre parce que, effectivement, face à la demande, l'offre, faut faire coïncider. Et donc, on a dû faire monter en compétence nos équipes qui négocient les achats d'énergie renouvelable. Parce que ça vous coûte plus cher ? Mais justement, le message, c'est que nous, heureusement d'ailleurs, on a commencé à contracter beaucoup de Power Purchase Agreements, donc des contrats d'achat longue durée d'électricité renouvelable, avant la crise en Ukraine, parce que depuis, les prix ont augmenté, on a connu les sujets de crise énergétique, la sobriété, etc. Nous, on avait conclu la plupart de nos Power Purchase Agreements à ce moment-là, où ce n'était pas encore trop cher. Donc voilà, ça demande de l'anticipation aussi des enjeux de décarbonation, et je pense que les équipes en charge de l'énergie ont eu du nez sur le sujet. Quelques chiffres clés sur le groupe Orange, près de 300 millions de clients dans le monde, 137 000 salariés, plus de 44 milliards de chiffre d'affaires, et vous opérez dans 26 pays, en Europe évidemment, mais aussi en Afrique et au Moyen-Orient. Alors là, j'ai une question très générale sur ce que sont les principes RSE que vous portez comme directrice RSE. Comment les appliquer partout ? C'est impossible de les appliquer partout de la même façon. Il y a des cultures, des traditions différentes en fonction des pays dans lesquels vous opérez. Il y a de toute façon un socle commun. Les enjeux de décarbonation, le moins net zéro carbone 2040, on l'a pris pour tout le groupe. Et c'est un vrai challenge parce que en Afrique, on est encore en train de déployer beaucoup de réseaux. Donc on achète des équipements, donc ça fait grimper notre empreinte carbone. Mais ça a été un engagement dès le départ, contrairement à d'autres opérateurs qui ont pris des engagements
en Europe, mais pas en Afrique. Et nous, on n'était pas du tout à l'aise avec le message, parce que le message, c'était en gros, on peut continuer à polluer en Afrique. Voilà. Donc nous, c'était hors de question. Donc ça, c'est les mêmes principes, donc, tout en montant en puissance dans ces pays-là. Net zéro carbone dans tout le groupe. Donc Mm. ça veut dire qu'il faut qu'on déploie les leviers dans tous les groupes. Donc on solarise massivement les nouveaux sites qu'on déploie en Afrique. Donc ça, c'est le premier point. Le socle commun, c'est aussi sur les volets sociétaux. Hein. On a quelles que soient les cultures, il y a des principes de non-discrimination, il y a des principes d'impact positif sur les sociétés, comment on réduit la fracture numérique dans toutes les géographies où on est. Et donc, notre principe, finalement, c'est mon côté gourmand. Je ne sais pas si vous aimez les donuts. Hein, ça m'arrive. Oui. La théorie du donut, c'est une théorie qui a été développée par une économiste britannique, Kate Raworth, et qui dit que si on veut résoudre les grands défis de l'humanité, chaque organisation doit s'inscrire dans un donut, c'est-à-dire inscrire son activité au-delà d'un plancher sociétal, donc impact positif sur la société, justice sociale, et en deçà du plafond environnemental. Donc ça donne un donut, et nous on s'inscrit complètement là-dessus, avec une démarche très holistique, parce qu'il n'y a pas l'environnement d'un côté et les enjeux sociétaux de l'autre. Tous sont interpénétrés, et voilà, ça fait partie des convictions et du socle commun à tout le groupe, en dépit des contextes de marché très différents. Par exemple, je crois qu'il y a un programme de formation gratuite au métier du numérique. Dans quel pays et avec quel objectif ? Justement, dans tous les pays, nous déployons des Orange Digital Center, avec l'idée de former gratuitement les jeunes à des métiers du numérique à haute valeur ajoutée, d'accompagner aussi des startups. Donc ce programme s'appelle Orange Digital Center. On l'a déployé d'abord en Afrique avec des taux de réussite impressionnants. 90% des jeunes qui sortent de nos promos sur le code, etc., trouvent un emploi dès la sortie. Donc un enjeu d'égalité des chances aussi. Mais après, voilà, c'est un socle commun, mais on décline différemment selon les géographies. En France, par exemple, on s'est beaucoup focalisé sur un programme qui s'appelle Femmes entrepreneuses. D'ailleurs, ça aussi, c'est un socle commun, comment on accompagne les femmes. Et donc, ça commence par les jeunes filles vers les métiers de la tech, parce que il y a le fossé de la question du genre, des inégalités de genre dans la tech est absolument crucial, parce que de toute façon, de plus en plus de métiers auront une composante forte en matière de tech. Et donc, si on laisse de côté il y a des pays où c'est plus difficile d'équilibrer et d'avoir autant de femmes qui rentrent dans des centres de formation que d'autres. Alors, il faut se méfier des clichés. Justement, c'est pour ça que je vous pose la question. Par exemple, les pays où on a le plus de femmes ingénieurs à la fois, même y compris dans nos propres équipes, mais également où on a un fort taux de femmes chez nos apprenantes, dans les Orange Digital Center, eh bien, c'est la Tunisie, c'est le Maroc, notamment. Donc voilà. Je voudrais qu'on imagine ce que ça représente quand, par exemple, une mini-ferme solaire ou un kit solaire arrive dans un village un peu isolé en termes de croissance économique, d'impact économique et social. Qu'est-ce que ça change ? Ça change tout. Notamment notre business unit Orange Énergie. Je pense que c'est à ça que je pensais, pour moi, c'est la quintessence de ce qu'est la RSE, c'est-à-dire un impact positif sur l'environnement, un impact positif sur la société et de la création de valeur pour l'entreprise. Orange Énergie, c'est une business unit qu'on a développée en Afrique. Le principe, on apporte donc dans les milieux ruraux où il n'y a pas d'électricité, on apporte de l'électricité, parce qu'il ne faut pas oublier, pas d'électricité, pas de téléphone. Parfois, on l'oublie. Bien sûr. Donc voilà, on apporte une antenne solarisée, bien entendu, avec une offre d'énergie solaire aux habitants, avec un système de pay-as-you-go grâce à notre mobile money, parce que l'énergie coûte cher en Afrique, renouvelable, et donc c'est vraiment le principe, on ne paye que ce qu'on consomme. Et donc,
quand l'électricité arrive dans un village et le réseau, directement derrière, ce sont des activités génératrices de revenus. C'est, par exemple, on fait des partenariats, on travaille toujours en écosystème avec une entreprise start-up qui fait des frigos solaires et donc derrière, voilà, des activités liées à la chaîne du froid. C'est des choses toutes simples mais qui changent des vies. C'est des activités de coiffeur parce que soudain, on peut avoir une tondeuse électrique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mesurer l'impact à travers les transactions monétaires faites via Orange Money, qui est donc notre service financier mobile. Et ça, c'est formidable parce que c'est un impact direct, mesurable. Et le cercle vertueux, c'est que ça amène des financements internationaux. Des institutions aujourd'hui comme la Banque mondiale accordent des subventions avec un système ça s'appelle le Results-Based Financing. Donc c'est une subvention, c'est pas un prêt. Il faut juste prouver l'impact positif pour la croissance, l'augmentation des revenus pour les populations. Et on arrive à faire tout ça, notamment grâce au mobile money, grâce à la data dont on dispose. Donc ça, pour moi, c'est la quintessence de ce qu'est la RSE créatrice de valeur. Ouais. Je voudrais qu'on commente ensemble une photo qui nous ramène à l'époque où on faisait le même métier, quand vous étiez journaliste et présentatrice à la télévision. J'espère qu'on va voir cette photo. La voilà. Pourquoi vous avez pris ce virage, tiens, sur le monde de l'entreprise? Je ne dois pas être le premier à vous poser cette question, mais ça m'intéresse. J'avais choisi les médias pour la capacité d'influence, pour la capacité de faire bouger les lignes sur des sujets qui me sont chers, l'égalité de genre, les sujets de diversité socio-culturelle, la solidarité internationale, le climat déjà. J'étais très mobilisée quand j'étais administratrice d'Action contre la faim parce qu'on voyait bien comment augmenter le nombre de bénéficiaires victimes du changement climatique. Très engagé aussi sur le sujet de l'inclusion de personnes en situation de handicap, puisque j'ai un fils qui a un trouble du spectre autistique. Et donc, il y a un moment, je me suis dit, l'influence, c'est super et c'est hyper important, et ça doit être conjugué à l'action. Et vraiment, avec une conviction profonde, et on le voit de plus en plus, qu'à l'ère où le politique, voilà, le geste que vous faites est le bon, et fluctuant, voilà. On va dire ça comme ça. Merci, c'est bien. Body language, vous avez tout compris. Oui. Finalement, les grands groupes internationaux ont une capacité d'action concrète extrêmement puissante. Et avec des engagements, qui ne fluctuent pas, parce que justement, quand on prend des engagements en termes de responsabilité sociétale, on doit les suivre, c'est de plus en plus réglementé, et tant mieux, parce que ça nous aide à asseoir nos positions et à en faire, in fine, un avantage compétitif. Donc voilà, c'est vraiment mon moteur, c'est l'action. De l'influence à l'action. Vous avez beaucoup milité quand vous étiez journaliste, vous l'avez dit, pour l'égalité femmes-hommes. Vous le faites toujours aujourd'hui ? Et comment ? Je le fais, et c'est surtout aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir pour patronne une des rares femmes patronnes du CAC 40. J'allais vous poser la question parce que notre rubrique, alors vous êtes là et on est super contents, mais c'est plutôt des CEO qui viennent dans la rubrique Prêt pour l'impact, et il y a très peu de femmes, hein, si on regarde dans le CAC 40, et puis même si on élargit au SBF 120, il n'y en a pas beaucoup. Oui, et donc il n'y en a pas beaucoup, et il faut qu'il y en ait plus, parce qu'on voit l'importance des rôles modèles déjà, parce qu'on voit bien dans l'entreprise les sujets d'autocensure, des sujets, toujours ces sujets d'équilibre vie privée, vie professionnelle, dans certaines entreprises, pas chez Orange, mais c'est forcément la réunion à 19h du soir, voilà, où en fait, les femmes vont chercher les enfants à la crèche. Tout ça est un cercle vicieux encore qu'il faut déconstruire, mais je peux vous dire que quand une femme arrive à la tête d'un groupe comme Orange, je peux vous dire que ça accélère. Orange a toujours été très engagé sur l'égalité femmes-hommes, mais Christelle Edman, alors je pense à cette déclaration de Zuckerberg sur l'idée d'une sorte d'énergie masculine. Je peux vous dire que l'énergie féminine, elle existe, et le leadership féminin existe, et Christelle Edman l'incarne à la perfection avec des choses très simples. Sur les nominations de postes de cadres dirigeants, s'il n'y a pas de femmes dans la shortlist, vous êtes prié d'aller revoir votre copie et vous allez en chercher. Donc c'est un exemple, mais encore une fois, tout ça est très systémique, et ça commence, cet engagement sur l'égalité femmes-hommes, ça commence par un engagement
écosystémique dès le collège. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être présidente de Capital Fille. Alors, c'est quoi Capital Fille ? Capital Fille, alors c'est une association formidable. C'est une association de mentorat qui a été fondée par Orange il y a une dizaine d'années avec d'autres entreprises, des grands groupes, L'Oréal, Engie, Sanofi, avec l'idée de mettre en relation des marraines salariées de ces entreprises avec des filleuls des quartiers prioritaires de la ville ou de milieux ruraux. Parce que c'est un double plafond de verre, celui du genre, celui de l'origine, du contexte géographique, du contexte social. Et c'est vraiment l'idée de dire tout est possible. Déconstruire les biais. Moi, quand je vais faire, de temps en temps, je vais faire des ateliers et les biais sont encore terribles. C'est les métiers de la tech. Déjà, elles ne savent pas, même pas forcément ce que sont les métiers de la tech. Quand on leur explique, elles disent mais non, mais c'est pas pour nous parce qu'il faut être bon en sciences et les filles, c'est pas bon en sciences. Donc, étape 1, déconstruire les préjugés et il y a du boulot, les biais inconscients. Et 2, leur donner confiance. Et ça, le rôle des marraines, ça peut être aider à faire un CV, ça peut être présenter des métiers d'avenir, ça peut être aider dans la jungle de Parcoursup, mais surtout le message, c'est toujours de rôle modèle. Tout est possible quand on est une femme. Et donc voilà, cette association aujourd'hui est présente dans toutes les académies de l'Hexagone. On a lancé à La Réunion au mois de mai. Et c'est un continuum vraiment sur ce sujet d'engagement pour l'égalité de genre. Ouais. Alors on l'a dit, il n'y a pas suffisamment de femmes au poste de CIO, mais si on regarde les conseils d'administration, on est à 46% de femmes dans les conseils d'administration dans les entreprises du SBF 120. Et alors on a dit que la politique pouvait être parfois fluctuante. Là, on va plutôt dire que ça prouve l'efficacité de certaines lois. Sans la loi Copé-Zimmermann de 2011, on n'en serait pas là. Donc ça veut dire que il faut aussi l'aiguillon réglementaire pour faire bouger les mentalités ? Oui, il faut des quotas quand c'est nécessaire. C'est effectivement le sens de la loi Copé-Zimmermann. Sans ces quotas, les choses n'auraient pas bougé. Et donc là, maintenant, c'est la loi Rixin. Et ça aussi, c'est une très bonne nouvelle parce que les entreprises vont devoir s'engager fortement. Nous, on est tranquille sur nos objectifs de féminisation de nos instances dirigeantes chez Orange. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à aller sur des quotas, sur des sujets de justice sociale. Merci beaucoup, Elisabeth Chungui, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Lorraine Pernet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Si, la paillette, histoire familiale, vous l'avez créée en 2020 avec votre sœur Chloé. Racontez-moi quel a été le déclic. Alors en fait, avec ma sœur, un petit peu avant 2020, on s'est rendu compte que les paillettes classiques, c'était extrêmement polluant pour la planète parce que ce sont des microparticules de plastique et d'aluminium. Et nous, on adorait se maquiller, briller, et on trouvait ça hyper dommage de polluer en faisant ça. Donc on a essayé de trouver une solution, et on a découvert qu'il existait une technologie qui permettait de faire des paillettes à base de plantes et de minéraux principalement, au lieu de plastique. Donc on a décidé de lancer le projet et de créer la marque Si, la paillette, qui propose des paillettes, mais aussi tout un tas de cosmétiques et maquillages à la fois éco-responsables et pailletés. Mais alors, est-ce que c'est si facile ? Vous me disiez, il y avait la technologie, ça existe. Est-ce que ça a été simple de relever le défi ? Il y a l'idée de départ, on veut des cosmétiques éco-responsables, et puis après, il y a la réalité. Ça a été assez compliqué de trouver une technologie qui permettait de fabriquer ces paillettes autrement qu'avec du plastique. C'est pas nous directement qui l'avons développée. On a trouvé un laboratoire qui avait travaillé sur cette technologie en Angleterre. Mais la technologie était... C'est BioGlitter, c'est ça ? C'est BioGlitter, détenu par Ronald Britton. Et en fait, la technologie n'était pas distribuée en France et quasiment pas en Europe. C'était vraiment tout nouveau. En fait, ça a été développé en 2016. Et nous, quand on arrive en 2020, en fait, personne n'utilise cette technologie qui est encore très jeune. Donc, c'était un défi, du coup, de commencer à travailler avec cette nouvelle technologie que personne ne connaissait et qui fonctionnait très bien. Du coup, on a réussi donc à la mettre en place, à développer le produit avec eux. Et après, effectivement, ça a été pas mal de défis à relever pour essayer de trouver les packaging, les choses les plus éco-responsables, sachant que la chaîne de production, c'est assez dur de garder... d'avoir une éco-responsabilité tout du long. Oui, effectivement. Au départ, vous vendez des paillettes aux festivaliers, c'est ça ? Oui, c'est ça. Plus ou moins, on faisait des petits stands en festival, on vendait un petit peu des paillettes. Au début, ça a vraiment commencé un petit peu, un peu à côté d'autres projets. Et en 2020, on décide de se lancer, de faire un site web et de commencer vraiment à faire de la communication sur les réseaux sociaux. Et c'est là qu'on a vraiment développé la marque
principalement sur les réseaux sociaux au début. C'est combien de produits aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a plus de 400 références. Ouais. On a des paillettes, mais on a aussi des gels pailletés, des highlighters, des glosses. Du coup, on est vraiment en train de créer une marque de maquillage avec plusieurs produits qui permettent de briller avec un impact écologique moindre, on va dire. Et quel mode de distribution ? Aujourd'hui, on vend beaucoup sur le site web et on a aussi plus de 2500 points de vente en France et en Europe. On est notamment dans des magasins comme Monoprix, Le Petit Souk et la boutique du coiffeur aussi. Est-ce que c'est vraiment un argument d'achat ? Le fait d'aller vers des cosmétiques éco-responsables. Est-ce que le prix, puis voilà, ce qu'on va en faire, quoi, voilà, le look qu'on va se créer, vous êtes ma première invitée à paillettes, hein. C'est une très bonne idée. Est-ce que le prix compte pas plus finalement ? Oui. Je pense que l'éco-responsabilité, c'est un argument très important, mais vous avez raison, il faut que ça aille avec un prix abordable pour les clients et clientes. Il faut que ça aille aussi avec une qualité de produit et un côté aussi fun et agréable pour le consommateur. Parce que le consommateur ne va pas vouloir acheter un produit uniquement parce que c'est éco-responsable. Il faut aussi qu'il y ait d'autres choses autour. Donc c'est vrai qu'au niveau du prix, on s'est toujours positionné assez bas sur l'échelle de prix au final. On vend quasiment pas plus cher que d'autres marques de maquillage qu'on va trouver chez Sephora, Marionneau, qui vendent des paillettes qui ne sont pas forcément éco-responsables. Donc au niveau du prix, on s'est aligné. Et après, on a aussi vraiment axé sur une qualité vraiment irréprochable, un arsenal de couleurs très élevé, donc ça permet aux gens d'avoir beaucoup de choix. Donc en fait, les personnes vont chez nous peut-être pour une partie écologique, mais à côté de ça, il y a une expérience qui est assez complète. Oui. Est-ce que ça fait des petits ? Comment vous dire ? Est-ce qu'il y a d'autres marques qui se sont créées avec les mêmes principes ? Et peut-être aussi, est-ce que les géants commencent à s'y mettre ? Alors, il y a d'autres marques qui ont commencé à proposer des paillettes éco-responsables, enfin pas à base de plastique, notamment parce qu'en 2023, en fait, les paillettes plastiques ont été interdites à la vente. Donc, à partir de ce moment-là, même s'il y a un peu un délai d'application, on n'a plus le droit de vendre ça. Donc, bon, tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met un petit peu. Après, ce que vont faire la plupart des marques, c'est qu'elles vont prendre une ou deux couleurs, une ou deux références et vont vendre ça un petit peu à côté de leur offre. Mais aujourd'hui, en France et d'ailleurs en Europe, on est la seule marque qui a vraiment cette proposition de valeur avec des cosmétiques toujours très très brillants et éco-responsables et avec un choix de couleurs très élevé, une qualité très élevée sur les produits. On a vraiment un positionnement assez niche et assez unique, alors que les autres acteurs vont avoir plutôt quelques petites références à côté. Merci beaucoup, Lorraine Pernet, et bon vent à Si la paillette. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et à très vite sur Be Smart for Change.